Les années 60 ont vu naître l'émergence de la Révolution tranquille au Québec. Mais qu'est-ce que cela voudrait dire en d'autres termes? Il s'agit d'une transformation majeure qui a bouleversé et changé profondément le paysage de la province et l'a propulsé à l'avant-scène du progrès de plus en plus grandissant. Les acteurs de cette révolution n'ont qu'un objectif, celui de renverser intégralement l'ancien cadre socio, économique et culturel pour asseoir la belle province sur une base solide et durable. Et dans la foulée de ce changement radical, les adeptes de l'étatisation n'ont pas lésiné pour que l'énergie, les industries, la santé, l'éducation et l'infrastructure routière est au centre de la priorité provinciale. Pour mieux fortifier cette base, il faudrait de la main-d'œuvre. À la faveur de cette opportunité, le Québec ouvre ses portes à l'immigration pour consolider cette assise. En d'autres termes, les gens issus de tous les horizons ethno-culturels ont contribué et contribuent au développement de la société québécoise dans des domaines aussi variés. En fonction de ce qui se dégage préalablement, Transorg 2000, en tant qu'organisme à vocation socio-culturelle, se penche sur la question pour de plus amples détails. Les aînés des minorités culturelles visibles au Québec constituent aujourd'hui un nombre important. Il s'agit principalement des immigrants arrivés dans les années 70, suite au développement des industries manufacturières découlant de la Révolution tranquille. Ces couches immigrantes sont en train de vivre maintenant des problèmes multiples, manque de préparation à la retraite, pauvreté, santé et maltraitance. De par leur statut social, pourrions-nous faire le lien entre la vie migratoire et les problèmes subventionnés? Dans le pays d'origine, la retraite était assumée par la famille. Tandis que ici, la retraite, chaque individu devrait planifier leur retraite parce qu'ils devraient assumer leur situation économique eux-mêmes. En immigrant, les gens s'engagent dans un processus de reconversion d'un univers social à l'intérieur d'un nouvel environnement. Après 1970, on parle d'émigration économique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont venus effectivement parce que la vie était très difficile là-bas et on était à la fin d'un régime de dictature. Et surtout après 1976, il y a eu un ministre de l'immigration qui encourageait la réunification des familles. Nous-mêmes, Haïtiens du PCA, nous connaissons deux vagues d'immigration. À l'époque, il y a besoin de main-d'œuvre pour manufacture. Alors, tout le monde, quel que soit sorti avant ou recycler ou à l'école, est obligé de rentrer dans la manufacture parce que c'est là que tu travailles.
À cause de ça, les aînés subissent une série de problèmes, ce qui je attribue le problème de santé mentale. Naturellement, nous vivons une vie peut-être beaucoup plus agréable que les aînés qui sont venus garder les enfants ou qui sont venus travailler dans les manufactures. Des facteurs rendant la vie des aînés encore plus difficile, c'est leur difficulté à sortir de leur isolement, pas seulement géographique ou matériel, mais on dirait que c'est intérieur. Les gens, on dirait qu'ils n'osent pas affronter la vie autour d'eux. Ils restent toujours repliés à l'intérieur. Parce que dans un pays aussi ouvert que le Québec, là où il y a tant d'opportunités, on comprend mal que nos aînés, ou du moins une grande partie de nos aînés, vivent des situations qu'on dirait plutôt problématiques. Nous avons des valeurs qui sont liées à notre société, la société d'origine, et nous entrons dans une autre société où il y a d'autres valeurs. Alors, comment composer avec ça? Comment si vous voulez, intérioriser les nouvelles valeurs et avoir une vie confortable dans la nouvelle société? Dans la communauté haïtienne, c'était des premiers groupes professionnels qui sont venus, sont des enseignants, qui ont directement au Québec est allé chercher des enseignants d'Haïti, parce que ça manquait ici, dans les années 50, dans les années 60. Donc, ils n'avaient pas le problème d'intégration économique. Il y a des aînés qui sont dans les industries manufacturières. Ce n'est pas notre situation. Mais ces gens-là ont beaucoup de difficultés. Difficultés d'adaptation dans le milieu. Je dis à vous était plus ou moins pour rien de rire. Ce documentaire est porté à souligner et présenter les principaux et les véritables obstacles des aînés issus des communautés culturelles et visibles au Québec et au Canada, leur situation nous laisse croire qu'ils vivent difficilement leur retraite. Comment pouvons-nous intervenir pour les aider à vivre mieux et vieillir en santé? Il faudra certainement mettre en place certaines structures qui leur offrent un cadre où ils se sentent bien et où on ne fait pas des choses pour eux, mais ils participent à des activités à caractère ludique, à caractère récréatif, à caractère éducatif. Avant de poser le problème, j'aimerais voir comment la famille vit, quel statut il donne. Il faut confronter la famille, les adultes de la famille et les jeunes de la famille, parce que normalement, il y a 3 générations qui vivent. Hein? Dans ça, il faut voir comment les adultes face aux aînés. Et après ça, comment les jeunes face aux adultes et face aux aînés. Ce que je vois, c'est cette cellule familiale, c'est toujours dans un conflit interculturel éternel. Des fois, nous avons des petits qui souffrent. Petit papa accepte maman la caillou, ça dépend, ça gagne chance là. Des fois, vieillir, c'est un fardeau. On voit les aînés comme étant un fardeau pour la société. Donc, ça pose un ensemble de problèmes pour eux autres. Donc, comment les aider? Eh bien, on peut les aider en créant, vous comprenez, cette structure où ils sont intégrés, où ils sont à l'aise, où ils participent à des choses, ils sont actifs. Quel que soit le pays que je nommerai là, les gens qui viennent de la campagne n'ont pas la facilité qu'il y a ici. Alors là, il faudrait trouver un moyen pour les aider à s'adapter dès leur arrivée ici. Je pense que c'est dans la famille, c'est-à-dire ceux qui sont des jeunes travailleurs, par exemple, parce que c'est leurs parents qui sont des aînés. Ce serait à eux de faire en sorte que ces aînés-là, leurs parents, aient une vie agréable. Il faudrait les intégrer. Et pour cela, passer par un organisme pour aller vers eux. Parce que si on attend qu'ils sortent d'eux-mêmes, ils ne voudront pas. Il ne faut pas compter sur l'État. Il faut compter sur les membres de la communauté.
Et en premier lieu, les enfants de ces aînés. Si vous n'êtes pas capable de recréer, reconstruire d'une façon consciente cette cellule familiale, et là, à ce moment-là, je ne pense pas que tout le temps dire que c'est l'État, c'est la société qui ne nous donne pas cette chance, ou la discrimination, pratique de discrimination, bien sûr, sont là. On a besoin de travailler là-dessus. On a besoin de travailler sur comment amener les institutions soient préparées pour travailler avec les jeunes qui viennent d'ailleurs. Ça, on devrait faire. Mais ça ne veut pas dire que la famille délègue toutes les responsabilités à ça. Premier responsable, c'est la famille. Pas gain entente entre parents yo et timoun yo parce que nous pas gain même éducation. On peut les encourager, bon, ceux qui peuvent s'adonner à la lecture, ceux qui peuvent faire du bénévolat, mettre en place des mécanismes, des structures pour les aider à passer à travers à travers les problèmes auxquels ils sont confrontés. Nous avons noté un certain nombre de facteurs socio-économiques qui constituent de véritables obstacles à la vie désavantageuse des aînés issus des minorités culturelles visibles. Il s'agit d'une situation à prévenir la génération suivante. Or, quels sont les meilleurs conseils ou les informations à partager avec la nouvelle génération pour les aider à ne pas vivre les mêmes conditions? Nous autres et nos enfants, ils n'auront pas de problème d'intégration parce qu'ils sont nés ici ou ils sont arrivés ici jeunes, c'est des Québécois. Il n'y a aucun problème pour eux de continuer à vivre normalement et à vivre une retraite, je dirais, presque dorée. Je pense aussi, en ce qui concerne la nouvelle génération, l'effort que nous autres, on devrait faire, c'est de les soutenir pour que professionnellement, qu'ils soient en mesure de vivre une vie plus heureuse dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Parce que certains handicaps qu'on a eus au départ, ils ne les auront pas. Parce qu'il y aura une possibilité d'avoir une vie professionnelle à l'extension du Canada. Il faut les encourager pour qu'ils aillent à l'école, apprendre une profession. Chez certains jeunes, les frustrations et l'insuffisance et l'insatisfaction s'intensifient et se manifestent sous forme de rage, de destruction, de vandalisme et d'autres actes de violence. Les parents et les éducateurs se sentent souvent impuissants face à ces problèmes. Comment pouvons-nous faire pour aider ces jeunes et leurs parents? On exige les jeunes fonctionnent telle façon, mais on n'a pas le temps de leur expliquer pourquoi c'est ainsi. Parce que les jeunes socialisent à l'extérieur, ils voient d'autres choses. Mais ils viennent à la famille, mais à ce moment-là, ils disent qu'il faut respecter tes grands-parents. Mais ils n'arrivent même pas à communiquer. Parce qu'ils parlent deux langages différents, deux langues différentes. Bon, l'autre cause beaucoup plus fondamentale, c'est que jeunes ici, il y a entre deux cultures. La culture en Haïti et puis la culture du Québec. Il est difficile pour lui-même pour chercher une identité. Des pour pas une identité propre à ce moment-là ou à 90% de la délinquance. L'essentiel, ce serait de les soutenir pour qu'ils arrivent à un niveau professionnel qui leur permette d'être concurrents sur le marché du travail. Ils n'ont pas le temps de prendre en main qu'est-ce qu'ils devraient faire face aux jeunes, qu'est-ce qu'ils devraient transmettre aux jeunes. Comment aider ces jeunes-là à faire le pont entre leur culture d'origine et les valeurs qui sont chères pour eux, et comment faire le pont avec la culture de société d'adoption. D'ailleurs, en partant, il faut dire que les jeunes vivent une situation extrêmement difficile parce qu'ils font face à ce qu'on appelle le choc culturel. Le choc culturel, ça veut dire qu'ils sont à cheval sur deux cultures. La culture d'origine, la culture des parents et justement la culture d'accueil. Maintenant,
ça crée chez eux ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Les parents ont des valeurs, n'est-ce pas, de leur culture d'origine, et ces jeunes, ils sont immergés dans une autre culture où il y a d'autres valeurs. Depuis quelques années, on recommence à parler des problèmes de jeunes, des communautés ethniques, particulièrement des jeunes noirs. Mais il faut considérer qu'à un certain moment donné, les jeunes ne se sont pas sentis acceptés. Donc c'est comme une sorte de révolte, comme vous avez dit. Pourquoi moi je suis née ici et on ne me considère pas comme tout le monde? Et il y a des frustrations. Mais surtout, c'est parce que ces jeunes sont laissés à eux-mêmes. Ça a commencé dans les amitiés, qui déjà dit là. Ça a commencé dans l'école là. Sa femme se trouve à avoir à la maison des parents qui leur disent quelque chose et puis la société dit autre chose. Puis bien souvent, on est dans un milieu où on est obligé d'obéir à ce que la société dit. Alors là, ça fait que c'est pas facile. Hein? Ça a commencé toujours dans le gouvernement ici là. Puis ensuite, ceux qui réussissent dans la société, ils ne sont pas visibles. On voit juste ce qui font les gaffes. Les jeunes qui sont plus victimes, c'est les jeunes qui subissent une question monoparentale. À ce moment-là, trop charge sous une seule personne et le plus souvent, on n'a pas de moyen de transport et si on a une position de délinquance. Ça donne aussi la nécessité pour les parents d'être encore plus proches des enfants lorsqu'ils sont au niveau de l'adolescence. Parce que bien souvent, c'est au niveau de l'adolescence qu'ils sont sollicités dans les écoles pour commencer à vendre de la drogue ou bien à disperser ou à laisser tomber un peu leurs études et ne pas terminer leur secondaire et ne pas aller à l'université. Il y a une partie de la personnalité de l'enfant qui se forme dans la